On va accueillir maintenant Olivier Neveu. Alors Olivier Neveu, on va dire que pour toute notre partie intuitive, j'aurais envie de le présenter comme un conteur, comme un poète, surtout comme un éveilleur de conscience. Et puis pour la partie la plus rationnelle, hein, voilà, on va passer à ton curriculum vitae. Donc Olivier Neveu est kinésithérapeute diplômé, formé aux thérapies manuelles et énergétiques, ainsi qu'à la mémoire cellulaire et à l'alchimie humaine et végétale. Ce monsieur a un parcours de 40 ans d'expérience à travers le soin et de recherche personnelle. Sa curiosité autodidacte étant toujours à la pointe des dernières découvertes scientifiques, notamment sur le sujet de l'eau, il va nous présenter aujourd'hui la synthèse de toutes ces connaissances en nous parlant de la 4e forme de l'eau. Et j'aimerais vraiment que vous l'applaudissiez du plus profond de votre cœur. Après cette conférence, vous verrez, vous serez transformé, il parle directement à vos cellules. Merci. Merci, Audrey. Bien, merci Audrey, merci Fabrice aussi, merci d'être là, merci à toute l'équipe de Coach Online, merci Cyril, Mounia, Caroline, puis toutes celles et ceux que je ne connais pas, le monteur qui est là. Merci d'être là, merci Fabrice et Roland aussi de nous avoir montré d'ores et déjà l'importance de l'eau au sein de nos métabolismes, de tous nos équilibres. Cette eau qui vient assouvir notre soif au minimum cellulaire. Et là, je vais vous parler de l'eau qui étanche votre soif de vie. Quelle est cette eau qui étanche cette soif de vivre? Et pour ça, je vais vous emmener ailleurs. Ailleurs, c'est ici-bas. Il y a de l'ailleurs ici-bas. Il y a une au-delà. Qui va nous permettre voilà, d'accéder à ce monde. Vous allez rentrer dans le mystère de cette banalité qu'est l'eau, de cette simplicité qu'est l'eau. Elle nous file entre les doigts, et pourtant, elle est bel et bien mystérieuse, et elle porte surtout tous les mystères de la vie. Donc je vais vous inviter quelque part à devenir les aventuriers du miracle perdu. Donc en tout cas, cette eau transcende la réalité. Elle est présente, elle est omniprésente, elle traverse toutes les spécialités, elle traverse les différents niveaux de réalité de notre réalité, elle traverse les dimensions, elle traverse les échelles. C'est vraiment l'alpha et l'oméga de la vie, et pourtant, je vais le dire, ça reste un mystère, et de loin. Mystère notamment par rapport à son comportement social, c'est-à-dire la relation que chaque molécule d'eau a avec ses copines. Et ça, c'est vraiment un mystère. On voit là qu'il y a une intelligence intrinsèque dans cette mobilité. Ça en fait donc un élément qu'on dit transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'elle traverse, comme je viens de le dire, qu'elle est hyper adaptogène, elle est médiatrice, elle interfère, encore une fois, avec tous les niveaux de réalité qui nous tendent. C'est la brique fondamentale de notre corps, on l'a vu, avec Fabrice et Roland, dans la structure, dans nos fonctions, dans nos métabolismes, mais c'est aussi un élément incontournable dès qu'on parle d'énergie, dès qu'on parle d'information, et dès qu'on parle de conscience. Quelques citations. Théodore Schweig, où l'eau apparaît, la vie peut s'emparer de la matière. L'eau est donc l'élément secret de la vie. Jacqueline Bousquet, s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'incarnation. Et Albert Björky, l'eau, c'est la matrice de la vie. En tout cas, l'eau, c'est vraiment ce trait d'union dans le vivant, c'est ce fil rouge, c'est ce dénominateur commun. Mais où qu'on se situe dans le vivant, on retrouve l'eau. L'eau dialogue avec les anges, j'aime à dire, et en tout cas, elle dialogue avec le vide, avec la lumière, avec la conscience. Et ça, on le sait depuis bien longtemps. L'humain, depuis bien longtemps,
intimement, intuitivement, il sent au fond de lui ô combien la vie vient de l'eau. Et c'est pour ça, force est de constater qu'à travers tous les rituels, tous les textes, toutes les traditions, l'eau était vénérée, elle était fêtée, elle était sacralisée, elle avait vraiment une place centrale, voilà, au sein de notre vie. Elle faisait l'objet donc de rites, de cérémonies, de pèlerinages, et pour fêter toutes ses vertus, à l'époque, on disait salvatrice, miraculeuse, régénératrice, de renaissance, de passage, de fécondité, je vais en oublier, de fertilité, initiatique et autres. Je vais revenir juste sur sa qualité initiatique, à travers des rites ou des rituels que vous connaissez bien, qui sont les ablutions, par exemple, les aspersions, le baptême, l'immersion, qui est un mot que j'aime bien, en hébreu, immersion c'est tovel, tov qui est la lumière, et la lettre hébraïque, lamed, qui est être orienté vers ou être enseigné par. Et là où l'immersion faite vraiment nous invite à sentir au fond de nous que c'est une physiologie que de devoir régulièrement plonger dans les eaux de nos inconscients, mais il est étonnant que ce mot porte le fait, par cette plongée dans nos eaux intérieures, encore une fois, de contacter la lumière, d'être enseigné par la lumière, d'être orienté vers la lumière. Après, il y a évidemment l'eau dans toutes ses qualités de santé. Je ne vais pas faire le topo là-dessus, qui s'adresse au corps, qui s'adresse à la sphère psycho-émotionnelle, et ça depuis l'Antiquité et même bien avant, qui s'adresse à l'âme à travers des rites, voilà, qui invitent au passage de l'âme, et qui s'adresse aussi à l'esprit et aux esprits. Bien des peuples savaient que l'eau portait les esprits. Au Cameroun, chez les Sawas, qui veut dire peuple de l'eau, tous les ans, il y a une cérémonie où le plus costaud du clan prenait une jarre, plongeait dans la rivière sacrée, au plus profond de la rivière sacrée, pour recueillir les esprits de l'eau, les esprits des ancêtres. Il remontait la jarre à la surface et donnait cette eau à disposition des anciens pour qu'ils décryptent, pour qu'ils reçoivent le message des ancêtres. Donc là, on voit que c'est inscrit dans les traditions depuis bien longtemps. Sauf que tout ça, en fait, c'est un peu tombé dans l'oubli. Je viens de parler de jarre. Krishnamurti dit, aujourd'hui, l'humanité fête la jarre, mais a oublié l'eau. Oui, c'est la fête. L'oubli, c'est vraiment un mal humain. Dès qu'on perd l'eau et le feu, on ouvre la porte à l'oubli et l'ignorance. L'ignorance, c'est là où le feu se fait rare. Donc dès que l'humain perd le feu et l'eau, il sombre dans l'oubli. Dès qu'il retrouve le feu et l'eau, il tend vers la connaissance. Vous êtes tous ici, de près ou de loin, des chamans qui cherchaient la voie de la connaissance, prendre conscience. Cette action intérieure de vouloir prendre conscience, de vouloir prendre connaissance, éveille en vous un autre mot que j'aime bien, qui est shamaïm, qui veut dire l'étendue, l'espace où se déploie la vie. Shamaïm, c'est le feu, les eaux. Maïm, les eaux d'en haut, les eaux d'en bas, et la semence au cœur des eaux. C'est par le feu qu'on révèle cet espace-là. Bon, on commence à sortir de l'oubli, parce qu'aujourd'hui, les scientifiques, enfin, font la reconnaissance que nous baignons dans l'eau. Avant, en biologie, on avait plutôt tendance à étudier la protéine, l'ADN ou autres structures en haut. Et là, aujourd'hui, on commence à replacer l'eau au cœur de tout cela. Et ils ont fait aussi reconnaissance que l'eau portait bien des mystères. En tout cas, cette notion de quatrième forme de l'eau, elle est vraiment née, on va dire, il y a un siècle, en même temps un peu que la physique quantique, où là, on a commencé à s'interroger sur cette nature bizarre de l'eau, qui est liée beaucoup à la créativité, à l'intuition, au fait que l'eau puisse emprunter, c'est-à-dire porter la mémoire de tout ce qu'elle côtoyait et qu'elle puisse communiquer. Mais moi, je vais surtout m'arrêter sur 2-3 noms que vous connaissez. Alors, il y a eu beaucoup d'études, beaucoup de recherches faites dans les pays de l'Est et au Japon, vous venez de l'entendre, études dont s'est inspiré Jacques Benveniste, qui est quand même le nom qu'on retient facilement quand on parle de mémoire cellulaire, et grâce notamment maintenant à l'homéopathie. Cet homme-là était un grand spécialiste de l'allergie. Il avait vraiment découvert des métabolismes et des processus importants concernant l'allergie. Et 20 ans plus tard, après ses découvertes, il découvre, en ayant côtoyé ces scientifiques de l'Est,
il découvre qu'un remède peut avoir la même action sur un symptôme sans ne plus porter la moindre molécule dedans. Et donc voilà, il a commencé à parler de mémoire de l'eau, Jacques Benveniste. L'autre personne, eh ben, c'est un japonais que vous connaissez certainement, Masaru Emoto. Hein, Fabrice en a fait allusion. Cet homme, vous en avez certainement vu les images, ces images de cristaux d'eau. Hein, cet homme a mis en évidence que l'eau portait l'information, portait les émotions, portait les intentions. Il donne une intention à l'eau et il la photographie après l'avoir congelée. Et là, l'eau s'organise selon des cristaux qui sont tous plus beaux les uns que les autres et surtout qui sont formés sur une épure, une architecture commune qui est une forme hexagonale. Retenir de cela que voilà. Grâce à Emoto, on a vraiment pris conscience que l'eau portait l'information, portait nos ressentis, portait nos émotions. Petite chose que Fabrice a citée concernant toute cette mémoire de l'eau, que ce soit Benveniste ou Masaru Emoto, ces études, ces expériences ont été reproduites par Luc Montagnier. Vous pouvez en trouver la vidéo très facilement, je crois que ça s'appelle La mémoire retrouvée ou un titre comme ça, enfin ça se trouve très facilement. Et voilà, elle est parlante de cette expérience. Les deux autres personnes que j'ai commencé à citer avec Jacqueline Bousquet notamment, c'est Vinh Lu et Jacqueline Bousquet qui à Montpellier ont travaillé sur l'eau énormément. Vinh Lu démontrant grâce au Raman laser, la spectrométrie, que l'eau se structurait pour prendre de l'énergie et se déstructurait pour la liberté, pour la libérer, pour la liberté aussi, pourquoi pas, ça le fait aussi, pour la libérer. Et donc cette respiration se structurait pour prendre une information, une énergie, la transférer, la libérer. Ça, Vinh Lu a objectivé ça, et Jacqueline Bousquet suit derrière en disant que voilà, l'eau est vraiment le trait d'union entre tous les champs vibratoires, on va dire, qui nous sous-tendent, tous les champs électriques, magnétiques, électromagnétiques, informationnels, et les résonateurs du corps, que sont les macromolécules, les protéines, l'ADN et autres. Donc l'eau est vraiment l'interface entre ce monde visible et enfin, ce monde invisible d'abord et ce monde visible. Je vais finir parce qu'il y a les scientifiques dans les laboratoires, mais il y a d'autres personnes qui cherchent différemment ou qui disent leurs sentiments sur l'eau. En l'occurrence, ça c'est un médecin, Paracels. L'eau est la matière du monde et de toutes ces créatures, une substance active, imprégnée de propriétés fécondes et vivifiantes. Léonard de Vinci. Telle unie à elle-même, elle tourne en une continuelle révolution, de ça, de là, en haut, en bas, courant. Jamais elle ne connaît la quiétude, pas plus dans sa course que dans sa nature. Elle n'a rien à soi, mais s'empare de tout, empruntant autant de natures diverses que sont divers les endroits traversés. Et il y en a bien d'autres. Oui, j'avais oublié celui-là. Mircea Eliade. L'eau symbolise la somme universelle des virtualités. Les eaux sont fonds et origots, c'est-à-dire source et origine, précèdent toute forme et supportent toute création. Immersion et immersion se succèdent. L'immersion par régression, par dissolution des formes, suivie d'une nouvelle naissance, d'une fertilisation et d'une multiplication du potentiel de vie. Dès qu'une forme s'est détachée des eaux, elle tombe sous le coup de l'espace-temps. Elle acquiert des limites, participe au devenir universel, subit l'histoire, se corrompt et finit par se vider de sa substance, à moins de se régénérer par des immersions périodiques successives, régulières, et de renouveler le déluge, symboliquement, qui est une des façons de qualifier ces eaux qui nous régénèrent. Et je vais en venir à la petite histoire qui est la mienne. Donc moi, Olivier Neveu, je suis entré dans le monde du soin il y a 40 ans, bientôt.
Ça me fait drôle maintenant de dire rentrer dans le monde du soin, parce que ça voudrait presque dire que le monde du soin est réservé à la partie médicale ou paramédicale. Non, en fait, au quotidien, chaque instant de notre vie nous offre l'occasion de prendre soin d'eux, de soi, des autres. J'aime à dire qu'à ce moment-là, on passe d'un instant à un moment. Le moment, c'est ce non-espace où vous passez de chronos à kéros, de la quantité de temps à la qualité de temps qu'il nous faut pour prendre soin d'eux et surtout pour nous offrir ce qu'on appelle de l'antre. Voilà, ce non-espace-temps dans lequel œuvre la vie, dans lequel il se passe beaucoup de choses. Et il n'y a pas de meilleur élément pour moi que l'eau pour incarner l'antre. L'eau s'immisce partout, elle est présente partout, elle nous relie à tout. Donc, je suis kinésiste de formation et formé aux thérapies manuelles et énergétiques. C'est une photo d'un de mes premiers stages. Bon, ça fait sauter des envies. Ah oui, il faut bien qu'on se fasse. Bon, en tout cas, voilà. Je vais juste vous dire un petit mot quand même de ce qu'a animé ma quête en tant que soignant, thérapeute, donc formé aux thérapies manuelles et énergétiques, à la mémoire cellulaire. Grâce à ces outils, je pouvais porter différents regards sur une même réalité. Une vertèbre en lésion, j'avais mes outils de kiné, mes ressentis sous les mains pour traiter le problème. Je changeais de casquette, je prenais un autre regard, qui est la dimension ostéopathique, un autre niveau de réalité de cette réalité-là, avec un ressenti sous la main qui devient plus subtil, plus sensoriel. Puis après, je regardais ce qui se passait en périphérie de la vertèbre, notamment avec la présence d'enroulement tissulaire, et en remarquant que si on fait céder la notion d'enroulement tissulaire au regard de la vertèbre revient à sa place. Et ensuite, on change encore de niveau de réalité. Pour cette même réalité, on considère la perturbation énergétique au niveau de l'enroulement cellulaire. Si on règle la perturbation énergétique, l'enroulement cède et la vertèbre revient à la normalité. Tout ça pour dire déjà qu'il y a différents niveaux de réalité pour une même problématique, une même réalité, et avec une petite voix qui reste à l'intérieur de moi, qui est « mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en amont ?» Et la réponse m'a été donnée quelques années après, quand j'ai fait mes études en mémoire cellulaire, où j'ai côtoyé et la physique quantique et la tradition, où là, la réponse était, mais si, il y a la notion d'information. Si on perd de l'information d'origine, tout système se dégrade. Donc là, je suis rentré dans cette quête avec cette donnée supplémentaire, donnée par Jacqueline Bousquet, que j'ai croisée à cette époque-là, qui disait, et dans cette quête informationnelle, l'élément important, c'est l'eau, parce que c'est l'eau qui va porter tout ça. Et là, j'ai pu, sur mes tables de soins, objectiver sur les corps cette collaboration de l'eau et de l'information dans la chair. C'est l'expérience la plus troublante que j'ai eue de ma carrière, c'est de voir renaître la chair. Je fais ce mouvement-là, mais c'était celui-ci, où je prenais le bassin et la région dorsale-lombaire, j'écartais comme si je voulais mesurer, via la chair, le fait que si l'humain est un arbre, l'écorce revit. C'est-à-dire, je voyais revivre la chair comme on voit revivre l'écorce d'un arbre à partir du moment où la sève la réinvestit. Et j'avais sous les yeux, très rapidement, l'efficience de cette collaboration de l'eau et du verbe dans la chair. Donc là, vraiment, déjà, c'est sur lequel je ne donnais pas de mots au départ. Hein. Au départ, je faisais cette manœuvre de façon intuitive, mais voilà, sans savoir. Alors, entrons maintenant dans l'eau un peu plus. Et pour arriver à la quatrième, on va d'abord passer par les trois premières, parce que c'est pas banal qu'un élément puisse adopter trois qualités, liquide, solide et gazeuse. Liquide, on a une forte activité moléculaire, beaucoup de mouvements, avec des mouvements très aléatoires et une structure très souple. Solide, c'est l'inverse. L'activité moléculaire baisse, voire s'arrête, et l'eau se structure de plus en plus jusqu'à devenir solide. Gazeux, une exclusive mobilité moléculaire, il n'y a pas de structure, à des vitesses importantes et avec une densité moindre. Pour ensuite arriver à la quatrième forme de l'eau. Et pour ça, je vais d'abord évoquer la nature colloïdale de l'eau. C'est fondamental d'avoir ça à l'esprit. Ça a déjà été évoqué un petit peu ce matin. C'est vraiment
la vie qui anime l'eau, voire même l'eau qui anime la vie. Il faut vraiment avoir à l'esprit que l'eau vivante, par nature, voilà, elle est libre, elle est plastique, elle est adaptogène, elle possède un polymorphisme. Voilà, elle peut changer de nature à chaque instant, de forme, dans une très grande liberté, capable de se structurer, se déstructurer dans l'instant, ce que disait Wim. L'eau bouge en permanence. C'est une structure dynamique. Dès qu'elle veut se structurer, il faut vraiment que vous ayez à l'esprit que c'est totalement impermanent. Elle incarne par excellence l'impermanence de l'univers. Donc ça, c'est vraiment la première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est cette vie intrinsèque de l'eau. On l'a dit, cette nature colloïdale de l'eau, une eau lévitée, parce qu'en fait, elle incarne un principe de la création qui est la légèreté. L'eau incarne la légèreté. L'eau, par nature, quand elle est vivante, elle s'oppose aux forces de gravitation. La gravitation, les forces gravitationnelles, c'est de la lourdeur, de la pression, de la dégradation, de l'accumulation, de la dégénérescence. L'eau a cette vertu d'incarner l'inverse, des propriétés de légèreté, d'élévation, d'espace, de mouvement, d'épanouissement. Donc on l'a dit, léviter. L'eau permet aux éthérés de s'incarner via une prise de terre, mais par l'eau. Il faut avoir ça à l'esprit, c'est que la prise de terre passe par l'eau, que l'eau permet une prise de terre, et cette eau permet aussi aux hyperstructurés de s'assouplir, de retrouver du mouvement. Ça, c'est plutôt mon cas. Moi, très petit, j'étais très vieux, je suis un vieillard, moi je suis un olivier, et voilà, j'ai pu expérimenter, voir cette eau. Ça assouplit, c'est mieux que soupline. Cette qualité d'eau, cette nature colloïdale, va donc permettre la mise à disposition de toute la matière organique par une dispersion physiologique, rendant la matière organique bio-disponible en quelque sorte. Hein. C'est vraiment la dynamisation naturelle, originelle de l'eau et de l'univers. Et en plus, une des vertus de cette eau, quand elle a ses qualités colloïdales, c'est qu'elle offre de l'espace, elle offre du vide. Marc-Henri dit « le vide n'existerait pas sans l'eau ». L'eau offre du vide. Et par ce vide s'expriment des forces de vie, des énergies de vie, qui sont préinscrites dans le vivant, qui sont préinscrites dans l'univers. Donc cette fameuse force antigravitationnelle qui est propre à l'eau vivante. Donc je viens de le dire, l'eau offre de l'espace, elle offre du vide, elle se structure, toutes ces images que vous allez voir, c'est de la cinématique. Ça montre toutes les fluctuations qui émanent de notre univers et qu'on peut incarner à travers cette eau. En tout cas, ces qualités de l'eau confirment les propos de Linus Pauling, dont Fabrice a fait allusion. Hein, la taille et la forme d'une molécule sont plus importants que le composé chimique. Et Martin Chaplin a confirmé ça en rajoutant et l'espace au sein de la molécule et autour de la molécule. Donc taille, forme et espace caractérisent une eau vivante. Et cette qualité colloïdale, en fait, on la retrouve dans tous nos liquides intracorporels. Hein, dans la lymphe, dans le liquide interstitiel, le sang, le sérum intracellulaire. Tous ces liquides ont une vie, ont du mouvement, possèdent du mouvement, mais surtout on s'aperçoit que lorsqu'on boit de l'eau vivante, de nature colloïdale, c'est elle qui vient relancer cette nature colloïdale de toutes les solutions qu'on nous avons là. Le sang retrouve de la vie, retrouve de la fluidité. Aujourd'hui, quand on fait une prise de sang, bien souvent, on voit un sang trop visqueux qui a perdu de sa nature colloïdale, et dès qu'on fait le boire de cette eau, la vie reprend, le mouvement reprend. La molécule d'eau est de loin le meilleur outil pour exploiter l'énergie du champ du vide. Voilà. Elle offre le vide et elle permet à ces énergies de s'exprimer. Et cette citation
que j'aime bien de Björky. La vie, c'est l'eau dansant sur la mélodie de la matière. Donc, cette quatrième forme de l'eau, pour en parler, il y a plein de scientifiques qui ont travaillé dessus, les 4 noms essentiellement, Albert Björky, Gilbert Ling, Gérald Pollack et Marc Henry. Donc cette quatrième forme de l'eau, c'est cette nature qu'elle va prendre, cette structure qu'elle va prendre, dès qu'elle rencontre un support hydrophile. De l'eau, dès qu'elle rencontre une structure, quelle qu'elle soit, dans nos cellules, n'importe où, là, elle va changer de nature. Elle ne va pas rester liquide. Elle va s'organiser, elle va se structurer. Elle va adopter une nature qui est entre l'eau liquide et l'eau solide. C'est-à-dire qu'elle va perdre un peu de cette liberté moléculaire qu'elle a quand elle est liquide, et elle va légèrement se structurer via beaucoup moins de mouvements aléatoires des molécules d'eau, et surtout, les molécules vont devenir plus stables, plus contraintes, formant le plus souvent une forme hexagonale. Donc voilà la nature que prend l'eau. On va le voir avec cette toute petite vidéo où on voit, donc à gauche vous avez un matériau hydrophile, et progressivement l'eau s'organise et forme des couches. Elle s'organise, elle se structure, elle ralentit son activité moléculaire, elle s'organise dans ce qu'on appelle en nid d'abeille, par couche, par chaîne. C'est vraiment une structure tout à fait nouvelle de l'eau, et même à la limite aujourd'hui on est même tenté de parler, on le verra après, mais plus d'H3O2 que d'H2O. Alors, en termes de qualité, on est entre la nature liquide et la nature solide. Il faut que vous imaginiez un gel presque, c'est-à-dire, on appelle ça un cristal liquide, c'est quasi de la glace fondue, ou ça peut aussi avoir la consistance du blanc d'œuf. C'est pour vous donner un peu des images. En tout cas, particularité extrême, c'est une eau qui est solide à température ambiante. C'est pas banal. Une eau solide, ça va faire 0 degré, et en dessous. Et là, on a quelque chose de solide, gélatineux, on pourrait dire, à température ambiante. Donc voilà, on l'a dit, donc, cette eau liée, structurée, interfaciale, parce qu'elle vient se mettre entre tout support hydrophile et le milieu intérieur d'une cellule, le liquide interstitiel ou autre. Donc là, vous l'avez en image. Alors c'est vrai qu'avec l'éclairage, vous allez avoir du mal à vous rendre compte. Là, vous avez une structure hydrophile. Là, vous avez l'eau liquide normale. Bon, normalement, elle est pleine de petites choses. Et là, vous avez l'eau structurée qui s'organise entre ce support hydrophile et l'eau liquide qui est venue le rencontrer. Cette eau se forme grâce à la lumière, par la lumière. C'est vraiment une collaboration lumino-aqueuse, vous pourrez dire. L'eau va vraiment collaborer avec la lumière pour s'organiser de cette façon-là, selon la structure qu'on a vue précédemment, et surtout la lumière, elle va permettre l'expansion de cela. Je ne sais pas si ça va démarrer là à nouveau, je vais le refaire. Je pense qu'elle va démarrer. Où on voit carrément... Ah. Ouais, je me refais. Je vais voir si ça démarre. En tout cas, avec la lumière, normalement sur cette vidéo, on ne pas démarrer. Si, ça y est, elle est partie. Vous voyez, avec la lumière, la structure, l'eau structurée, s'expand, repoussant l'eau liquide. Alors, première qualité et particularité de cette zone, c'est qu'on a dit zone aussi EZ, zone d'exclusion. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu, non seulement grâce à la lumière, cette quatrième forme de l'eau s'expand, mais en plus, elle exclut tous les solutés qu'il y a dans l'eau liquide. Ce que vous voyez là, tous les petits points, c'est toutes les petites substances, les petites particules qui flottent dans l'eau habituellement. Et bien en fait, quand l'eau structurée se crée, grâce à la lumière,
eh bien, en fait, elle exclut, pour son bon fonctionnement et pour les qualités qu'on va voir après, elle exclut tous les solutés qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment la première particularité de cette eau. La deuxième particularité, c'est qu'elle est chargée électriquement. Habituellement, l'eau, c'est neutre. L'eau, c'est neutre, c'est ce qu'on appelle un dipôle. C'est une polarité négative, une polarité positive, c'est neutre. Et bien là, quand on plonge une électrode, on étudie la qualité électrique de cette eau structurée, de cette quatrième forme de l'eau, elle est négative. Elle porte des ions OH-. Et ça a été une surprise. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont placé des électrodes de chaque côté. Voilà. Ils se sont dit, si elle est négative, c'est qu'il y a eu une dissociation de l'eau en ion OH- dans l'eau structurée et en ion H+, dans le liquide adjacent. Et c'est le cas avec là, du coup, quand on met deux électrodes, production d'un courant électrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, pratiquement dans l'infiniment petit, mais en tout cas dans le tout petit, au niveau cellulaire, nous avons des milliers, millions, milliards de centrales électriques qui nous fournissent à vie 24 heures sur 24, grâce à la lumière simplement, une énergie libre, une énergie verte. C'est un processus très écolo. Et ça pourrait être la première... là où on puise le plus toute notre énergie, notre premier producteur d'énergie, là où on pense à l'ATP, on pense aux mitochondries et autres, certes, mais là on a vraiment une physiologie qui produit une énergie. L'eau, dans ces cas-là, se fait ce qu'on appelle transductrice de l'énergie lumineuse en énergie électrique. En cela, l'eau réalise l'équivalent de la première étape de la photosynthèse. C'est un processus de photosynthèse, mais ça n'est que le tout le début. Mais dans le fait que la lumière permet de mettre à disposition des ions OH- d'un côté et des ions H+ de l'autre, ça c'est le processus de photosynthèse. En cela, on ne diffère pas des plantes, pour une finalité différente, si ce n'est l'apport d'énergie. Et donc je vous l'ai dit, ces qualités très spécifiques de l'eau, là pour le coup c'est vraiment une découverte, qu'elle possède cette différence de potentiel, fait dire aux scientifiques aujourd'hui, cette eau structurée, ça n'est plus H2O, mais H3O2. Donc à partir du moment où on a de la lumière qui interagit avec l'eau pour s'organiser en eau structurée, avec présence d'ions négatifs, donc de courant électrique, on a une énergie, et qui dit énergie dit travail. Donc on vient de voir déjà que la lumière, que l'eau permettait de transformer l'énergie lumineuse en énergie électrique, mais en plus, ça a été une autre grande découverte, on va s'apercevoir qu'il y a un mouvement qui se crée tout naturellement. Il y a un dynamisme, il y a une énergie cinétique. L'expérience là, c'est de prendre un petit tube de naphthion, c'est un matériau hydrophile qui aime l'eau, on va le plonger dans l'eau, et on va voir ce qui se passe sous microscope. Donc voilà, on place de l'eau à l'intérieur du petit tube, ensuite on le plonge dans l'eau, et on va le placer sous le microscope. Et on va regarder ce qui se passe. Et vous allez voir tout de suite déjà la formation d'eau structurée, le long des parois. Là, vous avez le tube ici, le tube là-haut. Le long des parois, l'eau structurée, il n'y a plus de soluté. Et naturellement, l'eau adopte un mouvement, alors qu'il n'y a rien. C'est de l'eau inerte. Donc, l'eau a le pouvoir de générer du mouvement. C'est en cela, tout à l'heure, que je disais que l'eau collabore vraiment avec la vie, voire même est source de vie, c'est le carburant de vie. Et là, on l'a sous les yeux, avec cette mise en mouvement naturelle de l'eau, grâce à l'eau structurée. Hein, à partir du moment où on a un courant électrique, on a automatiquement un champ magnétique, on a du mouvement. Et du coup, on peut maintenant l'extrapoler à nos métabolismes. On l'a vu d'ailleurs avec la petite vidéo tout à l'heure avec Fabrice avec le sang, hein, où on voit que quand on boit une eau vivante, la mobilité, la fluidité du sang, la qualité de mouvement du sang renaît, la qualité colloïdale du sang renaît. On va le voir aussi avec là, parce que c'est comme ça qu'ils expliquent le fait que les globules rouges puissent passer, malgré leur taille, à travers les plus petits capillaires. Ils attribuent ça vraiment à la qualité colloïdale de l'eau.
qui va générer le mouvement suffisant pour permettre aux globules rouges, dont c'est la taille à l'échelle, de passer vraiment dans des tout petits capillaires. Donc il faut vraiment garder à l'esprit que je cite souvent Sarah Nicolescu, qui est un physicien qui dit que le seul fondement de l'univers, c'est le mouvement. Ben, c'est vrai. C'est pas à moi de lui dire, c'est plutôt à moi de... Mais je dois remercier pour ça. Voilà. Donc ça, grâce à la présence forte de cette eau structurée. Alors, bon, en fait, on en est relativement au début de ces découvertes. On se pose bien des questions de l'intérêt d'avoir cette eau chargée électriquement. Au minimum, ça fournit de l'énergie. Si ça fournit de l'énergie, ça vient aider le corps à bien fonctionner, notamment en intracellulaire, sur ce qu'on appelle le repliement des protéines. Les protéines se forment par succession d'acides aminés, elles forment des chaînes, mais ensuite elles se replient. C'est fondamental pour leur bon fonctionnement. Certains acides aminés vont tisser du lien avec les autres. Et ce serait cette activité électrique qui donne l'énergie nécessaire aux protéines pour réaliser ça. Ensuite, une autre conséquence de cette présence électrique dans cette eau structurée, c'est pour nos articulations, par exemple. Quand vous avez deux surfaces articulaires qui se font face à face, les deux cartilages sont remplis de cette eau structurée, donc porteuses de charges négatives chacune, deux charges négatives qui se font face à face se repoussent, et ça expliquerait pourquoi l'interligne articulaire se maintient. Là où, à juste titre, on regardait le liquide synovial, la synovie, certes, ça participe plutôt à la lubrification de l'articulation, mais là, on a vraiment une constante physique par répulsion qui maintient écartée l'interligne articulaire. Bon, après, ça va expliquer bien des mystères, mais je ne voudrais pas être trop long. Mais au moins, un des mystères que l'eau structurée peut expliquer, c'est ce qu'on appelle la tension de surface. Ça, c'est des choses que vous avez déjà vues. À la surface de l'eau, des petits éléments pourtant de densité plus grande que l'eau flottent. Ça flotte. Donc, si c'est plus dense. Et il y a même des petits animaux, des petites araignées d'eau, qui se promènent sur l'eau. Et ça, c'est expliqué par ce qu'on appelle la tension de surface. Et il semblerait que c'est parce que l'eau s'organise en eau structurée, parce que l'eau structurée se forme même sur l'interface air-eau. C'est-à-dire que l'eau, quand elle rencontre l'air, elle va s'organiser en couches structurées, créant là une sorte de caoutchouc qui expliquerait cette flottaison, cette capacité de flottaison, qui peut même être extraordinaire. Vous connaissez peut-être le basilic. C'est pas la plante, c'est un lézard qui court sur l'eau. On l'appelle le lézard Jésus, parce qu'il marche sur l'eau. Ça, vous tapez ça sur les lettres, c'est impressionnant de voir ce lézard qui se balade sur l'eau. Et on va en venir à une qualité supplémentaire de cette eau structurée qui découle de cette eau. C'est qu'avec cette qualité de mouvement, ce polymorphisme, cette structure dynamique, cette faculté de se structurer, de porter des charges électriques, l'eau a là toutes les caractéristiques, elle remplit toutes les conditions pour recevoir de l'information, stocker de l'information, voire restituer de l'information. Voilà les caractéristiques à travers cette eau structurée sous ces conditions. Voilà les caractéristiques de l'eau pour porter l'information, pour mettre en mémoire tout ce qu'elle côtoie, tous les environnements qu'elle côtoie, on va pouvoir enregistrer telle une bande magnétique en quelque sorte, les environnements qu'elle côtoie. Voilà, l'eau télécharge à chaque instant la mémoire invisible de la rencontre avec l'eau, citation de Stéphane Drouet, et donc elle va pouvoir mettre en mémoire, comme on l'a vu avec les motos, et ça donne, pour que je vous en montre quand même, ce genre d'image. Mais ça, voilà, on les trouve. Là, voilà. Il a donné l'intention, compassion, et il photographie l'eau après, qui formera ce cristal, qui est unique. Hein. Pour chaque mot, le cristal sera différent. Mais tous formés sur ce qu'on appelle une épure hexagonale, cette forme un peu archétypale de l'univers. Et en plus, outre le fait qu'on prend de l'information, qu'on stocke de l'information, qu'on peut la restituer, qu'on peut la mettre en mémoire, cette information a pour vertu
de donner forme à tout ce qu'elle côtoie. Et là, ça change complètement la donne. On l'a dit, morphogénique, générer la forme. Là, nous ne sommes plus un contenant rempli d'eau, mais nous sommes de l'eau recevant une information, de la lumière, et qui donne forme à la matière organique que nous côtoyons. Nous sommes co-créateurs à chaque instant grâce à l'eau, par la lumière et l'information. Nous sommes un saupoudré de matière sur une grosse bulle d'eau et d'information. Donc il faut vraiment avoir l'esprit que l'eau est capable de capter, de stocker, de mettre en mémoire, de conduire, on va le voir, et de restituer de l'information. Soit pour un bon fonctionnement métabolique, soit encore, mais d'abord, pour donner forme et entretenir la forme. D'ailleurs, le bonjour haïtien, je ne sais pas comment ça va, mais c'est de quelle eau es-tu aujourd'hui? Voilà. De quelle forme es-tu? De quelle eau es-tu? Donc, voilà, elle restitue l'information un peu tel un sémaphore. Le sémaphore, c'est ses phares, là, avec l'alphabet. En permanence, elle passe son temps à prendre de l'information, à capter, la restituer. Plus, si quand même, une petite citation de Jacques Bénis, décrire la façon dont il en parle. Donc l'eau sert de milieu d'empreinte à toute molécule par les différents champs électriques, magnétiques, électromagnétiques. Le phénomène a un impact sur notre compréhension des molécules et sur la façon dont elles se parlent. Mais effectivement, ça change la donne. À partir du moment où l'eau génère la forme, que l'eau communique l'information, la signalisation cellulaire, c'est un sujet très important dans ce qu'on appelle le potentiel redox de la cellule, où on parle d'hydratation, de nutrition de la cellule, d'élimination des déchets et de signalisation cellulaire. Il faut savoir que si on respecte tout ça pour la cellule, elle peut régénérer éternellement. Non pas que je veuille faire de vous des immortels, mais au moins de tendre vers l'éternité. Hein. Le transhumanisme, lui, nous promet la perpétuité. Il faut rajouter à cela un sujet supplémentaire, une condition supplémentaire pour cette eau structurée, dont on vient de voir voilà, beaucoup de choses. Hein. Elle est capable, donc elle élimine les solutés, elle est porteuse d'ions négatifs, elle génère des énergies électriques et cinétiques, elle capte l'information, elle met en mémoire et restitue. Ce travail de mise en mémoire et de restitution de l'information se fait avec une condition supplémentaire qu'on appelle le domaine de cohérence. C'est-à-dire, Vinlu, entre autres, disait une molécule d'eau, elle n'aime pas être seule. Elle passe son temps à aller chercher, à tenir la main aux copines et lâcher, tenir la main aux copines et lâcher. En cela, elle forme donc ce qu'on appelle un domaine de cohérence. Et donc, à ce moment-là, n molécules d'eau, se comporte comme une. C'est-à-dire qu'une information captée par une molécule diffuse immédiatement à une systémie de molécules, à 100, à 1000, jusqu'à 10 millions de molécules, pour donc former un domaine de cohérence. Ces 10 millions de molécules vont adopter la même information dans l'instant. Donc, ces domaines de cohérence, à notre échelle, vous pouvez les objectiver avec des phénomènes tels les nuées des tourneaux. Vous avez déjà vu ces images de nuées des tourneaux, ces oiseaux qui forment tout un nuage et qui vivent comme un seul élément, et aussi les bancs de poissons, par exemple. C'est autant d'exemples, mais là c'est à l'échelle de la molécule d'eau, et elle se forme de cette façon-là par synchronisation. La synchronisation, c'est cette expérience que vous avez peut-être vue sur le net, des métronomes. On prend, mettons, à l'eau une quinzaine de métronomes, on va lancer le bras des métronomes de façon chaotique, et parce qu'ils sont posés sur un même support, ils vont très rapidement se synchroniser sans rien faire d'autre. Hein. Là où ça faisait clac, clac, clic, clic, cloc, cloc, d'un seul coup, tout le monde rentre dans le rang. Ils ne voyaient pas d'allusion avec l'actualité, parce que là, même les vilains petits canards rentrent dans le rang. Voilà, c'est pour le bien. La synchronisation explique cette mise au diapason d'1 million de molécules pour recevoir une information, l'amplifier et la communiquer. Donc le phénomène d'amplification d'information, de résonance et de communication se fait via ces domaines de cohérence. J'allais dire, un autre exemple de synchronisation, c'est dans les stades
qui ne saute pas n'est pas fait le dos. Et puis là, d'un seul coup, 1 millier de personnes qui la synchronisation, c'est aussi simple que ça, et ça marche dans bien des systèmes. Donc la communication de l'information va ensuite se faire, là je vous ai dit, c'est 10 millions de molécules qui se mettent au diapason, c'est comme si vous avez naissance d'un diapason, et dans le corps, ailleurs, s'il y a même le même diapason, il y a résonance. Donc il y a communication de l'information de la tête aux pieds à une vitesse phénoménale. Il semblerait même que ça soit un des premiers moyens de communication par ce phénomène de résonance. Là, je vous invite à aller voir les découvertes de Benjamin Libet, un Américain, un neurophysiologiste, neurochirurgien, qui a démontré que, par exemple, quand on se pose la main sur une plaque chaude, le temps de retrait de la main, c'est environ 30 millisecondes. Or, il fait la même expérience en stimulant la sphère cérébrale pour entraîner le retrait de la main. C'est 300 millisecondes, c'est bien plus long. Et là, on voit bien que ça ne passe pas par l'influx nerveux et que c'est bien la conduction informationnelle qui a donné l'ordre, sinon on serait cramé 3e degré à tous les coups. Hein, donc ça, c'est vraiment, ces expériences-là sont majeures, je vous invite, il en a fait plein d'autres. Hein, c'est vraiment un univers à découvrir. Ensuite, au niveau de la cellule, bien évidemment que tout ça se joue. Déjà, l'eau, elle fait partie intégrante de la cellule. Hein, elle fait partie intégrante de membrane cellulaire. C'est de l'huile recouverte d'eau en dessous et au-dessus. Elle fait partie intégrante de la membrane cellulaire. Mais surtout, elle va aussi s'organiser de cette façon-là, en forme structurée, cohérente et incohérente, c'est-à-dire cohérente, elle se met au diapason, je reçois une information, incohérente, je redeviens libre, j'ai lâché mon information, je redeviens cohérente, je reçois une nouvelle information, et dans l'instant d'après, je redeviens incohérent, j'ai lâché mon information. Et l'image que j'aime apprendre de ça, c'est les cérémonies d'ouverture des Jeux Olympiques ou de ce genre de manifestations, quand vous avez des milliers de personnes sur le terrain de foot qui font des tableaux. Vous allez avoir les tableaux des différents pays, puis d'un seul coup, ils courent un tout petit peu, ils sont incohérents, et hop, ils réincarnent un paysage, ils courent un petit peu, c'est incohérent, toc, ils redeviennent cohérents, ils réincarnent, enfin, ils nous montrent un autre tableau. C'est pour vous imaginer ce qui se passe, mais des milliards et des milliards de fois sur la surface de notre membrane cellulaire, notamment pour communiquer de l'information à l'intérieur de la cellule et assurer le bon fonctionnement de la cellule. Juste 2-3 chiffres à ce niveau-là, pour montrer la capacité de mémoire de notre organisme. Je réfléchis toujours 2 secondes, ce n'est pas des chiffres que je connais par cœur, mais ça va vous donner un ordre d'idée. Alors déjà, on est capable de calculer le flux linéaire de l'eau, c'est-à-dire combien d'eau passe de proche en proche dans notre corps. Si pour le sang, c'est 8000 litres par jour, par seconde dans notre corps transite 7 litres d'eau chaque seconde de proche en proche. C'est juste énorme quand on dit que le mouvement c'est la vie c'est le mouvement, c'est peu de le dire. Et après ils ont ramené ça en niveau d'information. On sait qu'il y a ce débit de 7 litres d'eau par seconde. En transfert d'information, c'est 100 hexaoctets. Je ne vais pas vous dire de 10 puissance 0,09, pour vous donner un ordre de comparaison. Le débit mondial Internet par mois, parce que les 100 hexaoctets, c'est par seconde. 100 hexaoctets seconde. Le débit Internet mondial par mois, c'est 280 hexaoctets par mois. Là, c'est 100 hexaoctets par seconde. On a là le plus bel et le plus puissant des ordinateurs. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard qu'ils veulent s'inspirer de l'eau pour créer les nouveaux ordinateurs, notamment pour la capacité de mise en mémoire. Et dernière chose, on a pu calculer aussi la capacité de mémoire dans le corps. Et là, c'est environ 370 pétaoctets. À titre de comparaison, c'est 17 milliards d'années d'enregistrement Blu-ray. 17 milliards d'années d'enregistrement Blu-ray. C'est juste, voilà, on est loin d'avoir épuisé le truc. Donc on est vraiment le plus performant des ordinateurs. Donc l'eau, si dernière petite chose quand même, donc là, après, je vous ai parlé de la membrane cellulaire, mais là, maintenant, il faut que vous ayez à l'esprit que l'eau, cette nature d'eau, elle est présente sur toute structure, notamment dans nos cellules, et notamment sur l'ADN. Ce qui fait la puissance de l'ADN, c'est pas la combinaison de ces éléments, c'est le fait qu'elle soit couverte d'eau. Et là, effectivement, ça confirme bien qu'à partir du moment où cette eau est capable de prendre de l'information et de la restituer à la structure,
l'ADN peut changer d'information, et ça explique les succès de l'épigénétique. Hein, l'épigénétique nous montre que notre génome n'est pas fixe, et qu'il a une capacité de mutation, c'est tout simplement parce que si on lui donne de la bonne information, l'eau va se charger de lui transmettre et de changer la forme. Donc l'eau, c'est bien plus qu'H2O. J'aime bien cette image-là, elle est sympa. Ça montre une synchronisation. L'eau est bien plus qu'H2O. Il faut maintenant que vous ayez à l'esprit que l'eau, c'est la molécule d'eau, H2O, c'est la présence d'ions, de cations, d'anions, de charges électriques, de gaz, oxygène et hydrogène. Voilà tout ce qui qualifie une eau vivante, une eau capable de remplir tous les rôles que je viens de vous énoncer, toutes ses vertus, et qui est capable d'être informée. Quand on me demande, mais moi j'aimerais informer mon eau, sachez qu'il faut qu'elle ait toutes ses qualités. Mais ensuite, ça dépasse ça. Maintenant, quand on parle de l'eau, il faut citer tout ce que je viens de dire, les ions, les charges, les gaz, mais aussi la lumière, les infrarouges, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce sont les infrarouges qui vraiment stimulent la formation de cette quatrième forme de l'eau, les photons, tous les différents champs, dont le champ électromagnétique, et le vide. Parce que le vide, vraiment, l'eau dialogue avec le vide. Donc l'eau est vraiment au cœur du vivant. On l'a vu dans les structures, dans la fonction, elle participe au métabolisme, elle donne vie, elle est capable de capter toutes les énergies de vie, toutes les forces de vie, elle met à disposition, elle transforme l'énergie de la lumière en énergie électrique cinétique, elle transforme tous les différents champs qui portent l'information, elle permet de capter cette information et de les transmettre. Et l'eau, c'est aussi... Merci Stéphane pour la photo. L'eau, c'est aussi la conscience. On ne peut pas parler de conscience sans parler d'eau, on ne peut pas parler d'eau sans parler de conscience. L'eau nous permet de capter l'information de conscience compris dans le vide. C'est vraiment... À partir du moment où on emprunte le chemin de l'eau, on tend vers la conscience universelle. En cela, elle est vraiment universelle, elle est ontologique, elle nous ouvre à l'esprit, à la conscience. Oui, souvent j'aime à dire qu'elle est porteuse du mandat du ciel. Elle est porteuse des ordonnances du principe, mise à disposition de tout désir de vie. Elle est vraiment source de vie. Et elle incarne bien des archétypes du cheminement personnel, le lâcher-prise, le laisser-faire, l'altérité, la capacité de séparer pour réunir, de marier les contraires, j'en passe et des meilleurs, sinon je repars pour un autre chapitre. Shingitai, l'esprit au corps, l'eau médiatrice entre l'esprit et le corps. Dans les arts martiaux, ça fait dire à Bruce Lee, sois fluide comme l'eau, mon ami, sois l'eau. Voilà, tu vois. L'eau est certainement le chaînon manquant. Maintenant est retrouvé. Tout à l'heure, je vous disais, faisons-nous les aventuriers du miracle perdu. Là, c'est vraiment le chaînon manquant retrouvé de la santé et de la spiritualité. C'est l'élément qui va réconcilier la science et la tradition et qui peut nous réconcilier dans cette tripartition corps, âme, esprit. H2O, mon amour. Amour, c'est âme à or, la lumière d'âme. H2O, ma lumière d'âme. Merci. Merci infiniment, Olivier. J'avais dit un poète, conteur, éveilleur de conscience. Merci infiniment.